Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et évidemment, le élément, cette revue que vous connaissez bien, que vous attendez à chaque fois, qui sort cette semaine, son nouveau numéro d'avril-mai, élément, avec ce dossier spécial. Et si la Russie gagnait la guerre, le scénario qui dérange. Alors ça, c'est sûr que c'est un titre qui dérange. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle, nous ici, avec son rédacteur en chef notamment. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Rédacteur en chef donc de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie, on vous connaît bien ici sur Ligne Droite et à Radio Courtoisie. Puis nous sommes avec deux autres auteurs de ce dossier spécial, Lionel Rondouin et Christian Roll. Bonjour Lionel Rondouin. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes normalien, ancien officier des troupes marines, patron de Christian Dior Amérique latine et Afrique du Sud. Puis vous avez travaillé dans l'industrie, la métallurgie. Et puis surtout, vous signez ce reportage sur, enfin plutôt cette analyse sur l'économie. J'ai pas le titre tout de suite sous les yeux. Si peut-être François Bousquet vous le citez. Capitalisme post-industriel. Voilà, un dossier absolument passionnant. Et puis, nous sommes également avec Christian Roll. Bonjour Christian Roll. Bonjour Clémence. Alors vous, c'est le reportage La guerre vue de Moscou, roulette russe, que vous présentez. Vous êtes reporter, journaliste, connu des signatures par exemple du journal Le Figaro, Éléments ou Le Choc. Vous avez été membre de Jalon et puis vous avez publié notamment ce livre Liquidation totale aux éditions Au-delà. Et donc vous trois, vous présentez ce numéro spécial Et si la Russie gagnait la guerre. Alors pour commencer, eh bien donc dans ce dossier, vous nous montrez que la réalité géopolitique, politique et même culturelle ne correspond pas tout à fait au récit vendu par nos élites occidentales qu'on a tendance à entendre beaucoup sur les plateaux télé. Et alors, une réalité culturelle d'abord avec vous, François Bousquet, dans votre dossier, puisque vous revenez sur le déballage médiatique provoqué par le film de Bernard-Henri Lévy et finalement la réalité du nombre de téléspectateurs, enfin de spectateurs de ce film. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous découvre un fait d'armes notoire que j'ignorais et je suis très heureuse de pouvoir le présenter ici en direct. C'est l'entartage de BHL dont vous avez été l'auteur dans les années 2000. On va évidemment pas bouder le plaisir de se replonger dans le passé grâce à cette vidéo d'archives INA. Écoutez. Tout d'abord, la tarte à la crème qui a été lancée hier soir en Belgique contre Bernard-Henri Lévy. Le philosophe français a été une nouvelle fois victime du groupe des entarteurs. Malgré tout, BHL a voulu dédramatiser la situation en se rendant tout de même au débat sur Sartre auquel il était invité. Ah non, c'est dommage, on n'entend pas très bien BHL qui dit « Oh non, pas encore !» comme ça au début de la vidéo, mais si on la passe au ralenti, on l'entend, donc je vous invite à aller vérifier cette vidéo Ina. On ignorait ça de vous, hein, François Bousquet, tout de même. Oui, oui, c'est vieux de 20 ans et je le réentends dire dans mes nuits de plaisir. Oh, et alors, il s'est pris une volée de tarte à la crème, de crème chantilly. Sur des assiettes cartonnées, on devait être une bonne vingtaine. Moi, je l'ai raté, malheureusement, mes comparses et compagnons n'ont pas raté. À l'époque, j'étais éditeur à l'Âge d'Homme et nous éditions quantité d'auteurs belges, dont le grand Noël Gaudin, alias Georges de Bouquier, dit l'entarteur. Voilà. Il m'avait demandé, comme il était très surveillé, c'était le 6e des 10 entartages de BHL, comme il était très surveillé, il m'avait dit de prévoir un énorme stock de crème chantilly, ce que j'ai fait. Et c'était l'occasion de revenir là-dessus et surtout d'introduire un peu le dossier qui nous sur son film Slava Ukraini. Je rappelle 1024 entrées au bout de 3 semaines d'exploitation, ce qui est colossal. La dernière semaine, c'est 36 entrées. Pour info, c'est un film. Pour info, c'est un film pour lequel Bernard-Henri Lévy n'a déboursé aucun centime. Il a même été payé 50 000 € pour coécrire le scénario et co-diriger la réalisation. C'est un film qui est financé par le CNC, par Arte, par France Télévisions, par Canal+, par Orange, par la région Île-de-France et enfin par Bernard Pinault qui lui prête évidemment ses avions. Donc il y a un contraste fascinant entre la retape promotionnelle indécente sur à peu près tous les médias centraux et l'insuccès pour ce nanar et qui ne vaut pas plus que les 1000 spectateurs qui ont été le voir. Mais c'était le prétexte pour introduire notre grand dossier sur lundi avec le reportage sur place de Christian Roll et l'analyse
au cordeau dévastatrice de Lionel Rondoin. Oui, tout à fait, sur laquelle on va revenir. Un petit point seulement pour rester sur BHL, encore une seconde, on lui accordera pas plus. Préciser, puisque vous avez dit qu'il était financé par Arte, qu'il est lui-même président du conseil de surveillance de la société Arte France, ça tombe bien quand même. Là, alors en l'occurrence, j'ai pas dit une bêtise. Peut-être qu'il n'y a pas Arte, mais en tout cas, il y a France Télévisions, Canal, Orange. Il a été au CNC et il introduit dans absolument tous les réseaux médiatiques et audiovisuels, raison pour laquelle c'est financé. On ne sait même pas si France Télévisions, c'est totalement opaque, a versé 300 000 euros ou 500 000 euros. La région Île-de-France, c'est 80 000 euros. Il faut savoir que son doc sur son riad à Marrakech a été financé par France, son contrefiche de son riad à Marrakech, dans son contrebalance, 150 000 euros par France 5. Ouais. Donc, cet homme-là qui pèse plus de 200 millions d'euros, fortune personnelle, n'a jamais rien déboursé. Il gagne même de l'argent sur votre dos. Ah oui, non, mais je vous le confirme, c'est un dossier de capital qui précise bien que Arte finance. Alors les films de BHL, on n'a peut-être pas l'élément sur le dernier film, mais en tout cas ils l'ont fait pour Peshmerga, ils l'ont fait pour le Serment de Tobrouk, pour Princesse Europe, pour Le Jour et la Nuit, pour la bataille de Mossoul. Donc à chaque fois des sommes colossales. Ça va de 250 000 euros, 200 000 euros, 90 000 euros. Donc voilà, Arte finance très largement, en tout cas les films de BHL, et à mon avis également Slava Ukraini, évidemment, qui est dans la même veine. Oui, donc c'est évidemment l'occasion d'ouvrir ce dossier sur ce décalage entre la réalité et celle qu'on nous vend ici, nous en France en tout cas. Et donc deux autres papiers très intéressants, vous le disiez, celui de Lionel Rondoin, face à la Russie, l'Occident à court de munitions, la faillite du capitalisme post-industriel. Un papier très intéressant sur l'économie réelle en fait et l'économie, on va dire, je crois que vous dites illusoire, je sais plus comment vous le dites, virtuelle, voilà, à travers la question de l'artillerie fournie à l'Ukraine. C'est ce que vous dites, Lionel Rondoin, finalement. L'artillerie nous permet de nous replonger dans ce que c'est que l'économie réelle. Contrairement à ce qu'on nous vend aujourd'hui en France, notre économie ne va pas si bien et on le voit très bien dans le fait qu'on puisse plus produire comme on le souhaiterait. Non, ça c'est évident. Mais on est dans un monde magique. Tout est magique. Au fond, on n'a plus d'industrie, on n'a plus de moyens de production. Et on se retrouve actuellement dans la situation du sketch de Fernand Reynaud sur les croissants. Il nous faut des obus de 155 et puis il n'y en a pas. Ah ben c'est pas grave, donnez-moi un café avec 2 obus. Ah oui, monsieur, il n'y a pas d'obus de 155. C'est pas grave, donnez-moi un crème avec deux obus. Et on est en train de chercher partout des obus de 155 à travers la planète. On n'en trouve qu'en Corée du Sud, mais ça c'est peut-être une question sur laquelle on reviendra. C'est les Coréens qui sont les grands gagnants industriels de la guerre en Ukraine. On cherche partout des obus parce qu'on n'a plus de moyens de production et on n'a plus d'amis. On n'a plus d'amis dans le monde. Je parle, nous, l'Occident. Et plus personne ne veut nous fournir. Alors on leur demande des obus et puis il n'y en a plus. Alors moi, ce qui m'étonne déjà, on est sur une chaîne d'information. Est-ce qu'il reste encore des journalistes en France? Parce que ce que je dis pas ça pour Monsieur Roll, hein, bien entendu. Mais ce que je raconte et les données que je donne, que je fournis dans cet article, ça vient du Washington Post, ça vient du New York Times, ça vient du Times de Londres, ça vient du Daily Telegraph, ça vient de 20 sites en anglais dans le monde, dont certains sont situés en Inde, en Chine, en Thaïlande, en Australie. Et en France, tout va bien. Tout va bien, sauf que on a du mal à trouver des obus, pour nos AMX-10 RC que le président Macron envoie là-bas. Et si ce que disent les anglo-saxons est vrai, fin août, les arsenaux en munitions, les arsenaux de l'OTAN seront vides. Oui. Vides de chez vides. Et à ce moment-là, rien n'empêchera les Russes d'avancer de 10 km par jour et de passer Noël sur la rive gauche du Dniepr. Et on fait quoi après? On n'a plus d'industrie et on n'a plus de ressources.
Ouais, et c'est ce que vous expliquez très bien dans votre article. Finalement, c'est vraiment entre le monde magique d'Emmanuel Macron, on va dire, de l'OTAN d'ailleurs et de l'Occident en général, et puis la réalité, on voit bien, hein, incapable de produire quoi que ce soit avec, en passant par des choses bizarres, comme vous dites dans votre article, qu'on appelle ou qu'on appelait les entreprises. On continue de parler de ce dossier spécial. Et si la Russie gagnait la guerre, le scénario qui dérange, le dossier spécial du nouveau numéro d'éléments avril-mai. Mais tout de suite, un rapide point sur les informations, puisqu'il est 8h pile sur Ligne Droite. Ligne droite. La table ronde. Table ronde qui tourne autour du nouveau numéro d'éléments d'avril-mai, éléments qui propose ce dossier. Et si la Russie gagnait la guerre? Question évidemment très sulfureuse ici. Le scénario qui dérange, proposé par François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, qui est avec nous. Lionel Rondouin qui a signé ce papier face à la Russie, l'Occident à court de munitions, la faillite du capitalisme post-industriel. Et puis Christian Roll, reporter, journaliste, on va parler de vos faits de guerre juste après. Et puis auteur de ce papier-là, vous, La guerre vue de Moscou, roulette russe. Vous êtes parti à Moscou, vous êtes allé voir ce que donnait justement cette guerre, sous d'ailleurs sanctions très strictes occidentales. Et finalement, on va le voir juste après, les conditions ne sont pas si dures que ça pour les Russes. Mais restons encore un petit peu avec Lionel Rondouin notamment sur la réalité économique, on va dire, face à la magie proposée par notre Occident bien pensant. Plusieurs choses très intéressantes finalement à travers votre analyse et ce papier, c'est que la guerre nous confronte, nous rappelle à nos réalités, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et la première, c'est que finalement nous avons totalement oublié, abandonné nos industries. Oui, on s'en est remis à l'argent. Le sous-titre de mon article, c'est l'Occident est riche comme Crésus et pauvre comme Job. Riche comme Crésus parce que nous avons des liquidités, nous avons la monnaie fiduciaire, on peut émettre à l'infini du dollar et de l'euro. Et on est pauvre comme Job lorsqu'il s'agit d'avoir du Doliprane ou aujourd'hui des obus de 155. Et le monde magique, cette économie virtuelle que je décris, c'est celle où on croit pouvoir transformer des billets de banque en produits, en biens matériels. Alors j'utilise l'exemple qu'on trouve dans Tintin en Amérique, là, oui. Quand Tintin est à Chicago et qu'il visite une usine, vous avez une grosse machine et puis vous avez une vache qu'on pousse dans la machine sur un tapis roulant, et de l'autre côté, il en sort des boîtes de corned beef et de la saucisse et de la graisse à frites. Et tout se fait automatiquement d'IRG. Eh bien, on a un modèle d'économie où on voudrait avoir un modèle d'économie qui est celui-là. On doit pouvoir tout acheter et c'est les autres qui font. Et ça ne marche pas comme ça parce qu'il faut avoir que quelqu'un qui a l'outil industriel veuille bien nous fournir. Or, aujourd'hui, on est à la merci d'un seul fournisseur, en réalité, qui est la Corée du Sud. C'est le seul ami de l'OTAN qui accepte de produire des biens militaires, en contrepartie de billets. Et nous, on est devenus incapables de le faire. Mais il n'y a pas de machine automatique qui transforme des bifetons de 10 € en obus de 155. Ça, je n'ai jamais vu. Et ça demande du temps. C'est ce que vous racontez aussi. Alors d'abord, la Corée du Sud, c'est très intéressant. Pourquoi seulement la Corée du Sud? Parce que c'est la seule à avoir, les capacités de production, ça, c'est pas donné à tout le monde, et deux, l'envie. Et vous l'avez souligné un petit peu tout à l'heure, finalement, contrairement à ce que l'on pense, la grande majorité du monde est contre nous et s'est tournée vers les BRICS. Absolument, au moins se réfugie dans une neutralité qui n'est pas bienveillante vis-à-vis de la Russie, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui ne veulent pas insulter l'avenir et insulter les maîtres du monde de demain si l'affaire tourne mal, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Donc c'est pour ça que le président brésilien lui-même a dit non, on ne fournira rien à partir de l'industrie brésilienne, ou on ne fournira rien à partir de nos stocks militaires pour vous aider dans la guerre en Ukraine. Et ça sert à rien de téléphoner, il ne veut pas.
Alors, il y a un autre élément très intéressant dans votre article, c'est ces promesses de chars de livraison qui doivent arriver depuis les États-Unis, l'Angleterre, la Pologne et la France vers l'Ukraine. Et vous le dites finalement, et vous l'avez très bien remarqué, c'est la rédaction des communiqués américains qui montre que finalement ces promesses ne sont peut-être même que des promesses. C'est-à-dire, c'est encore illusoire puisqu'elles elles ne citent même plus le nombre de quantités définies. Oui, au début du soutien de l'OTAN à l'Ukraine, les Américains publiaient une liste des matériels qu'ils allaient fournir à l'Ukraine dans le mois ou les 2 mois qui venaient, et avec des quantités. Par exemple, obus de 155 mm, 200 000 unités. Et depuis le mois de février, quand ils publient un communiqué de ce genre, les quantités sont en blanc. Donc, on va vous fournir des obus, on va vous fournir des roquettes pour HIMARS. Quantité, ben, on verra bien. On verra bien ce qui restera dans les stocks à ce moment-là. On fera ce qu'on peut, mon pauvre Zelensky, hein, on fera ce qu'on peut. Et l'OTAN est dans un désarroi total, et il se passe la même chose pour les chars, parce qu'on a promis des chars, et puis on s'est aperçu qu'ils étaient en panne, il y en avait qui n'avaient pas l'optique en état, d'autres c'était les moteurs, les troisièmes c'était les suspensions. Et même en grattant les fonds de tiroir, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir leur fournir in fine. Quant aux Américains, merde, c'est un peu ridicule, quoi. Promettre 31 chars quand on s'appelle les États-Unis, bon. Est-ce que les États-Unis sont encore capables d'envahir Panama et l'île de la Grenade, qui sont leurs dernières opérations militaires réussies, qui remontent quand même aux années 80? Oui, tout en précisant, et vous le dites d'ailleurs dans cet article, que les chars promis, la construction n'a pas encore commencé, donc on peut encore attendre belle lurette, voilà, pour rester poli. Alors on continue cette distinction entre mythe et réalité. Cette fois-ci, on va dire plus sur le terrain, avec ce papier de votre envoyé spécial François Bousquet, qui n'est autre que Christian Roll. Alors Christian Roll, vous le rappelez, hein, dans le chapeau, plus de 30 ans, écrivain, grand reporter, a fréquenté tous les terrains minés par la tectonique de la géopolitique en Europe. Il a vécu sur la place de la chute du mur de Berlin, la révolution roumaine, la guerre en Croatie, les bombardements de l'OTAN sur Belgrade en 1999, qui ont inspiré d'ailleurs ce livre, Les slips kangourous, aux éditions Stéphane Millon. Et cette fois-ci, bah, évidemment, pas encore le Donbass. D'ailleurs, on s'approche du Donbass, on rencontre des bataillons du Donbass, mais en tout cas une visite à Moscou pour sentir un peu, prendre le pouls là-bas de la situation. Et là, Christian Roll, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez forcément. En tout cas, on n'est pas sous le coup des sanctions. Les gens vivent plus que normalement. Et puis vous allez nous raconter Paul Démé, cette figure très originale sur place à Moscou. Oui, alors, en ce qui concerne les sanctions, elles sont absolument invisibles, à part le fait que les magasins du groupe Oui. LVMH sont fermés, mais ça traumatise personne, hein, je vous rassure. Les concessionnaires Bentley sont ouverts tard dans la nuit, Chopard, Rolex, etc., tout va bien. Et de ce point de vue-là, donc, personne n'a l'air malheureux à Moscou. Je parle que de Moscou parce que j'ai pas pu me rendre ailleurs. Et Moscou intramuros respire la sérénité, la liberté et l'opulence. Ça ressemble à Paris durant les 30 Glorieuses. Donc voilà, c'était plutôt un séjour serein et agréable. Alors, si on reste seulement sur le cadre, pour le moment, vous le dites d'ailleurs, hein, même des lumières, des illuminations comme nous, on n'a plus l'habitude d'en voir, des décorations, aussi une impression de sécurité comme on n'a pas l'impression, comme on peut pas en voir d'ailleurs en ce moment à Paris. Enfin, il y a vraiment un contraste saisissant. Alors évidemment, certainement peut-être, et vous vous interrogez dans l'article, hein, avec un effet vitrine, mais en tout cas un contraste saisissant avec ce qui se passe à Paris, notamment aujourd'hui. Oui, il vaut mieux être à Moscou qu'à Paris, c'est certain, oui. Et pour un certain temps. Oui, il y a cette espèce d'ambiance festive à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Les jeunes femmes, surtout,
peuvent évoluer en toute sérénité dans cette ville de 16 millions d'habitants, qui compte quand même 100 millions une centaine de nationalités différentes. Et ça, c'est quelque chose qui frappe, parce que on n'a plus l'habitude ici, dans les villes occidentales, à Paris en particulier, de cette sérénité et de la manière dont on voit les gens évoluer en toute quiétude. Ça, c'est très frappant, ça. Oui. Et alors vous avez rencontré à l'occasion de ce reportage plusieurs acteurs en fait de la guerre au Donbass, qui étaient d'ailleurs souvent sur place avant même le déclenchement de la dernière opération spéciale, si on cite les mots russes. Dont Paul Démé, qui est peut-être votre le plus connu de tous ceux que vous rencontrez. Alors, il s'agit de François Démé, pardon. Oui, François Moldémé. Oui, je sais pas pourquoi je dis Paul. Oui. Que j'ai rencontré d'abord en France il y a quelques années, et qui a combattu donc au Donbass depuis 2016 et singulièrement pendant cette offensive depuis mars 2022. Où il n'a pas démérité. Et donc, c'est un Français, donc, comme d'autres Français, qui a rejoint les rangs des séparatistes pro-russes au Donbass, dans la base arrière et Donetsk. Et donc, c'est un type incroyable. D'ailleurs, je suis davantage écrivain que journaliste. Je suis journaliste ponctuellement pour cette mission que m'a confiée Élément. Et la logique, celle-ci, c'est que j'étais à Belgrade en 99. J'avais déjà j'avais déjà analysé que les Américains, la matrice est américaine, qui ne s'arrêterait pas au Balkan et qu'ils feraient un strike jusqu'en Russie indirectement ou directement. Et donc, voilà, ça aussi, ça justifiait mon séjour en Russie. Et donc, pour en revenir à Moldémé, il avait à peu près la même, bien qu'il soit plus jeune, il a 35 ans, il avait la même analyse que moi. Et donc, lui, il a pris fait et cause pour la Russie et le Donbass en combattant, n'ayant pas peur des mots, et en combattant et en épousant la Russie de manière très pragmatique, puisqu'il est devenu pratiquement russe. Il a le passeport russe, il est professeur de français, il est aussi élève du conservatoire, puisque sa passion, c'est le chant lyrique. C'est-à-dire que pendant qu'il était là-bas à Donetsk, il combattait le matin et il allait au conservatoire l'après-midi. Oui, en ne sachant jamais si ça allait durer. Voilà. Ça c'est vraiment un personnage, vous le racontez bien. Et il parle avec l'accent russe maintenant, si j'ai bien compris. Ou alors il s'amuse à le prendre. Non, il parle avec l'accent russe parce qu'il est immergé quand même en Russie depuis 2016. Et il a une faculté d'adaptation qui est assez incroyable. Et surtout, c'est un type qui a une intelligence supérieure à tout point de vue. Et donc, il peut apprendre le russe parfaitement en 3 ans. Il le maîtrise le russe de la rue. Oui, c'est ce que vous dites. Et alors, ce qui est très intéressant, finalement, c'est votre portrait de cette nébuleuse, comme vous dites, de Français qui sont dans le Donbass. Vous l'exprimez d'ailleurs dans votre article, un salmigondi d'aventuriers, d'idéalistes, de voyous parfois, de communistes, d'anarchistes ou de nationalistes radicaux. Et que, évidemment, François Moldémé ne songe pas à critiquer plus que ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette nébuleuse, sur toutes ces personnalités différentes, ces origines différentes qui vont se retrouver ensemble dans le Donbass? Alors moi, j'en ai rencontré que quelques exemplaires, parce que en fait, le but initial de ce voyage, c'était d'aller dans le Donbass. Mais pour des raisons diverses et variées, j'ai pas pu me rendre dans le Donbass, notamment parce que j'avais pas les accréditations et que l'armée avait encore un doute sur moi, ils me connaissaient pas assez bien. Donc je présentais pas tous les gages de sécurité, parce que ils sont hantés par les agents ennemis. Oui. Bon, enfin bref. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le Donbass, au front, à Moscou, et effectivement, notamment Laurent Braillard, qui est un Français qui s'est aussi investi dans la cause pro-russe. Oui, qui écrit dans Donbass Insider, on l'a reçu ici. Ah, vous l'avez reçu, d'accord. Oui. Et donc, qui est un type très intéressant et qui m'a fait une description que j'espère pouvoir observer moi-même la prochaine fois que j'irai là-bas. Une description assez, disons, drôle de la situation, parce que effectivement, il y avait, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup de volontaires, mais il y avait beaucoup de volontaires étrangers
de tous les pays du monde. Il y avait 41 nationalités qui combattaient auprès des séparatistes, et notamment les Français qui n'ont pas laissé le meilleur souvenir qui soit aux Russes, ni aux pro-russes, parce que avec l'esprit gaulois, anarchiste qui régnait, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Enfin, ils n'ont pas démérité sur le front, mais enfin, il y a eu quand même des erreurs, on va dire ça pudiquement. Et donc, cette nébuleuse, il en reste quelques individus à ce moment en Donetsk, mais il y a aussi Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a tous ces gens qui sont venus pour des raisons différentes. Comme vous disiez, il y avait des anarchistes, des communistes, des fascistes, des monarchistes et des Américains communistes. Enfin, c'est Oui. surréaliste. Il y a toujours cet Américain qui s'appelle Lindsay Bentley à Donetsk, qui est une figure locale que je dois rencontrer, comme tous les autres d'ailleurs, la prochaine fois, et qui, lui, a fait 15 ans pour trafic de drogue à Chicago, enfin aux États-Unis, et qui était communiste et qui donc a rejoint dès 2014 la révolution de Donetsk. Voilà. Oui. Alors, François Bousquet, est-ce que vous souhaitez rajouter un mot sur cette vision d'ensemble finalement que propose ce numéro d'Éléments? On essaye d'offrir, grâce à Lionel Rondouin et Christian Roll, en particulier les deux, un contrepoint aux bombes et bobards qu'on nous déverse du matin au soir. Hein. À la fois un papier d'analyse et de fond, Rondouin, et puis un reportage sur place, moi je trouve, avec un style gonzo, enlevé, drôle, avec des portraits... Très amusant, oui, tout à fait. croqués de Roll. Hein. Donc on remplit la fonction d'élément. Il y a également deux autres dossiers dans ce numéro. Il y a un dossier consacré à la France périphérique, hein, avec un entretien avec le grand Nicolas Vidal, que les auditeurs et téléspectateurs connaissent bien. On recevait juste avant, hein, on a présenté on est très élément aujourd'hui. Donc, sur la question des retraites, des reportages sur la commune où le prix au mètre carré est le moins cher de France, un reportage sur la révolte de la Camargue, hein, qui se révolte contre les bobos antispécistes, et puis un grand dossier mais qui rejoint notre sujet, en vérité, sur un nouveau concept qui est en train d'apparaître dans le champ géopolitique, qui est porté par les anglo-saxons avec une certaine inquiétude. Hein. C'est l'avènement des États civilisationnels, hein, sur la scène mondiale. C'est des États qui se confondent avec leur ère de civilisation. En particulier, c'est la Chine. Hein. Donc on a un grand dossier qui est consacré à ça. La Chine, la Russie, peut-être que ce sont les puissances montantes. Hein. Le paradoxe auquel on assiste, c'est que les pays du tiers-monde, donc ça c'était les pays du tiers-monde dans les années 1950, en tout cas pour la Chine, hein, sont en train de devenir les pays du premier monde. Hein. Donc, écoutez, Élément remplit sa mission d'être une contre-offre journalistique comme ligne droite. Hein. Oui. C'est intéressant ce que vous dites sur les États, la naissance des États-civilisations, parce que il y en a un qui en avait parlé, c'est quand même Emmanuel Macron en 2019 lors de la conférence des ambassadeurs. Emmanuel Macron qui a bien retourné sa veste depuis, mais il faisait déjà cette analyse sûrement bien conseillée à l'époque par un diplomate plus intelligent peut-être que les autres sur cette question d'État-civilisation. On va peut-être écouter les discours de Poutine dans le club Valdai. Poutine, ça remonte à 10 ans, hein, avait déjà évoqué cette question des États-civilisations. En réalité, c'est aussi une problématique qui a été explorée en France par Henri Guénaud, qui a été explorée en France également par Edgar Morin, mais pas dans la même perspective que ne le font les géopolitologues anglo-saxons, qui essayent de trouver une formule qui puisse répondre, parce que l'État-nation est impuissant, l'État-nation en tout cas européen, est impuissant à répondre sur des États-civilisations qui s'inscrivent à la fois dans la longue durée et dans les grands espaces. Hein. Donc, il va falloir que l'Europe en particulier trouve une solution. Donc on essaye de poser les jalons d'une réflexion sur cette nouvelle notion qui est en train d'apparaître dans l'espace géopolitique. Lionel Rondouin, concernant justement la faillite du capitalisme un post-industriel, dites-vous, en Europe et en France tout particulièrement, vous pensez à un réveil possible aujourd'hui, en tout cas pour la France? Ça va être compliqué. Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, ce n'est pas qu'une question d'investissement, c'est aussi une question de culture. On a sacrifié à des intérêts de court terme et à la gestion publique à la petite semaine, par exemple, la recherche fondamentale. Or, aujourd'hui, les armements, par exemple, russes et iraniens, tirent profit de la permanence d'une recherche fondamentale, notamment en mathématiques. Ça a l'air bizarre, mais si on ne peut pas arrêter les missiles russes en vol, c'est un problème de maths.
Ouais. Et on n'est pas au niveau. Donc, si vous voulez, pour remonter ça, il faut vraiment réfléchir au système éducatif, il faut réfléchir aux filières de formation. Nous manquons de techniciens. Ça, c'est un manque absolument cruel. Aujourd'hui, quand on prend des commandes de sous-marins, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a les soudeurs pour les souder? Eh oui. Donc ça va au-delà de l'argent. Ce que j'essaye de mettre en lumière, c'est qu'on veut toujours tout résoudre avec de l'argent. Il s'est passé un truc ces derniers jours, je finis là, absolument extraordinaire. Les pays européens ont cherché partout des armes et des munitions à fournir à l'Ukraine et ils n'en ont pas trouvé parce qu'il n'y a pas de fournisseur. Quelle a été la réponse typiquement bruxelloise, bureaucratique, eurocratique à la Macron? Eh ben c'est pas grave, au niveau de l'Europe, on va faire une centrale d'achat d'obus. Donc on va se mettre à plusieurs pour demander à un marché inexistant, si on vous en commande 2 fois plus, est-ce que vous pouvez nous faire un prix? Oui. On est dans un délire intellectuel total. Ces gens-là n'ont plus aucun lien avec la la réalité de l'économie réelle. Oui. Oui. Ils vivent dans un monde virtuel et ils croient qu'en signant un chèque, on peut avoir tout et n'importe quoi. Eh ben non. Oui, mais Et même dans une centrale d'achat, parce que c'est pas le système de Leclerc ou d'Intermarché qui va résoudre le problème, qu'il n'y a pas de fournisseur de but. Enfin, qu'il ne soit pas, qu'il n'y en ait pas, qui soit disposé à nous servir, même s'ils ont, pour certains, les capacités de production. Oui, mais c'est ce décalage que vous décrivez très très bien dans cet article, Lionel Rondoin. Un dernier mot à Christian Roll. Vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez déjà fait l'analyse de ce qui allait se passer à Belgrade à cause évidemment des événements et des bombardements de l'OTAN en 99. Aujourd'hui, quelle est l'analyse que vous portez sur ce qui se passe aujourd'hui et surtout sur l'avenir? Voilà, je ne vais pas tirer des plans sur la comète parce que même là-bas, mes amis français et russes ne sauraient. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas la Russie qui va perdre cette guerre. C'est la seule chose que je peux vous dire D'accord. de manière certaine. D'accord. Eh bien, c'est bien retenu. La roulette russe, en tout cas, la guerre vue de Moscou, c'est le titre de votre papier, Christian Roll, dans Éléments face à la Russie, l'Occident à court de munitions, l'analyse économique de Lionel Rondoin, et puis évidemment, comment j'ai entarté le fauteur de guerre par François Bousquet. Et ça, c'est un régal également, François Bousquet. Voilà ce numéro Éléments, enfin le nouveau numéro qu'on retrouve quand, à partir de quand, alors François Bousquet? Il est en kiosque depuis ce week-end. Voilà, donc vous pouvez déjà vous le procurer. Oui, oui, oui. En kiosque pour avril-mai, Éléments. Et donc, je rappelle le nom de ce dossier. Et si la Russie gagnait la guerre? Merci beaucoup à vous trois.